Vidéo T008C, toujours sur le système Mamiya, mais cette fois-ci on va s'intéresser à la dernière colonne. Alors, donc ça va être une vidéo rapide parce qu'il se trouve que la dernière colonne, donc c'est pour le 6.9, correspond au Mamiya Press, et le Mamiya Press je l'ai déjà présenté en long, en large et en travers au niveau des autres télémétriques, donc la vidéo T007. Donc si vous voulez regarder dans l'ordre, ce que je vous engage, puisque il y a quand même un ordre, c'est construit, eh bien vous l'avez déjà vu. Donc la Mamiya Press c'est une famille dans laquelle il y a eu trois modèles. Donc on a eu le premier qui est le Mamiya Press, tout court, tout con. Après on a eu le Mamiya Press Super 23, c'est celui-là que je vous ai présenté. Voilà, prends la lumière coco. Voilà. Et puis après on a eu, pas et après, et en même temps, merci Michel, on a eu le Mamiya Universel. Ce sont des boîtiers télémétriques à objectif interchangeable. Le Mamiya Press est facilement reconnaissable parce que il a un tronc, le viseur est différent, donc il a un viseur en tronc de pyramide avec des tout petits oculaires et choses, tout petits oculaires, et donc on le reconnaît assez facilement. La poignée est à peu près identique, mais la fonderie du boîtier est différente. Il utilise les mêmes dos, à ma connaissance, autant que je me souviens, il utilise les mêmes dos et il utilise les mêmes baïonnettes d'objectif. Voilà. Donc l'intérêt de ce système-là, donc c'est un système avec des dos interchangeables. Les dos sont 120 et 220, donc il y a un petit sélecteur pour choisir, mais par contre les dos sont 6.9 ou 6.7. Il y a un dos que l'on essaye de vous refourguer assez facilement, qui est le dos type K, qui existe en plusieurs versions, qui est un dos à avance manuelle, avec un système de... Donc, au dos du dos, il y a des fenêtres rouges avec des glissières pour le regarder, et on regarde défiler le papier, et le bouton d'avance est ici. Le bouton d'avance est ici, parce que le bouton d'avance est ici. Et donc, c'est très désagréable à utiliser. Et c'est un système très complexe, parce que le dos en lui-même est un système. Parce que le dos, soit il fait du 6.9, soit il fait du 6.6, soit il fait du 4,5-6. Mais pour que le dos soit complet, il faut qu'il soit livré avec ses caches au niveau du dos 4,5-6 et 6.6, et au niveau des viseurs, parce que il y avait un masque à mettre devant pour que on cadre correctement le format, sinon c'est inutilisable. Voilà. Et donc si vous trouvez le boîtier avec le dos et s'il n'y a pas 3 kg de masque avec, ça ne sert à rien. Passez votre chemin, il ne sera utilisable qu'en 6.9. Voilà. Vous pouvez me dire, c'est très bien le 6.9. Oui, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais le 6.9, si on cherche un boîtier, entre guillemets, pour vous apporter de la nouveauté, pour vous apporter du changement, voilà, oui, le 6.9, c'est les mêmes proportions que le 24-36, que votre APS-C, votre APS-H, et ainsi de suite. Sauf si vous venez d'un micro 4 tiers, ça sera le même format d'image. Donc, voilà, vous aurez l'attrait de dire, oui, j'ai un appareil qui fait 2 kg et qui fait du 6.9. Voilà. Bon. Alors, je vais en profiter de cette vidéo pour récupérer un truc que j'ai oublié de dire. L'intérêt du système presse, comme l'intérêt du système C, les C2, c'est 220, c'est 22, et C3, c'est 320 et c'est 33, c'est qu'on a accès à 2 générations d'objectifs facilement reconnaissables, parce que ce sont et c'est valable, et ce que je dis est valable pour les deux, parce que les systèmes presse et C étaient contemporains. Et donc ce sont les objectifs noirs et les objectifs chromés. Voilà. Donc du coup je prends ça, c'est moins lourd. Voilà.
les objectifs chromés se reconnaissent parce qu'il y a de la poussière dessus. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Se reconnaissent parce que voilà, la bague qui entoure la bague de l'obturateur central est chromée. Voilà. Et ça, c'est la forme trompette que l'on va retrouver aussi sur les objectifs de RB. Voilà, c'est pour ça que je me fends je parlais de la forme trompette. Voilà. Et donc, ceci est un objectif chromé. Ça n'a rien à voir avec cette bague-là qui est chromée. C'est vraiment la bague de l'obturateur central. Et sur les objectifs pour la série C, on va vous parler de blue dot, donc de point bleu. Et le point bleu, il est, donc là, je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de point du tout, mais le point bleu, si on vous parle d'un point bleu dans les textes et des choses comme ça, c'est, alors hop, 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 c'est pas facile à s'orienter en se regardant. C'est ce levier d'armement de l'obturateur qui a un point bleu. Voilà, qui a un point de couleur. Et donc c'est le levier d'armement. Excusez-moi, moi je l'ai vu, mais vous ne l'avez pas vu. Donc c'est le levier d'armement de l'obturateur central. Voilà, donc on arme l'obturateur central. Et si on choisit une vitesse qui va bien, tac, voilà, et hop, voilà. Donc c'est le levier d'armement de l'obturateur central qui peut avoir éventuellement un point bleu. Alors c'est notamment le cas donc, sur les objectifs du C220, C330 qui correspond au 105 DS qui offre en plus la possibilité d'avoir un diaphragme au niveau de l'objectif de visée pour apprécier la profondeur de champ. Je dis bien apprécier la profondeur de champ et non pas la mesurer, hein, on est d'accord. Enfin voilà. Bon, et donc, en mamie à presse, on va voir les objectifs chromés, hein, et les objectifs noirs. Les objectifs noirs. Et pour certaines focales, il y a une différence entre un objectif noir et un objectif chromé, et de rendu, et différent. Par exemple, cet objectif-là, qui est un objectif chromé, a aussi existé un objectif noir. Là, en chromé, ça correspond à un octilux, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que c'est une image à pleine ouverture relativement diffusante avec assez peu de définition. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas du Noctilux, qui peut avoir quand même de la définition et de la diffusion en même temps, ce qui est assez exceptionnel. Bon, on ne va pas se battre pour ça. Et donc voilà, du coup, vous avez le choix entre deux types d'objectifs. Les types d'objectifs intéressants pour le mamie à presse, ça va être le 50 mm. Alors 50 mm en 6.9, ça fait vraiment large. Hein. Le 50 mm, donc il y a un 65, il y a un 75, il y a un 100 mm, il y a un 127 mm, il y a un 150 mm et un 150 mm. Il y a un 250 mm, il doit y avoir un 180 non, je ne suis pas sûr qu'il y ait un 180 mm, mais il y a 250 mm. En 250 mm, il y a deux versions, il y a un f5 et un f6.3, c'est le f5 qu'il faut acheter. Voilà. Enfin, c'est le f5 qu'il faut essayer de trouver, pardon, et qui lui est vraiment bon. Donc j'avais un copain à Clermont-Ferrand qui les avait, qui avait quasiment tous les objectifs, et voilà, et donc c'est comme ça que je sais tout ce que je sais, parce que moi j'ai jamais eu, moi j'en ai eu deux, j'ai eu le 100 ouvert à 3.5 noir, qui était vraiment très bon, et puis j'ai ce 100 de 8 chromé, qui est vraiment très chromé. Voilà, c'est ce que je veux dire. Non, voilà. Bon, j'ai fait un film avec, de test, faudrait que je le ressorte, tiens. Peut-être le sortir demain. En couleur avec un film périmé et trucs comme ça, et voilà, il se trouve que
je l'ai acheté et puis j'ai déménagé peu de temps après, donc il est resté longtemps oublié au fond d'un carton. Voilà, voilà, d'où un certain niveau de poussière. La différence entre le Press et entre l'Universal, alors le Press et le Super 23 utilisent uniquement les dos type Press, voilà, les dos type Press, voilà, qui sont d'excellents dos. Par exemple, Nikon avec son système de photographie par microscope pour les microscopes, donc dans des appareils photo qui sont dans la gamme instruments, et fabriquer des appareils photo pour brancher sur les microscopes en format 4.5, 6.9 ou 24-36, et avait un système multiphotographe en format 4.5 ou 6.9 ou 24-36, utilisait des dos de Mamiya Press. Et il les achetait chez Mamiya. C'est-à-dire que Nikon ne se faisait pas chier à fabriquer ses dos lui-même, il achetait ça et en avant-gardant, voilà. Et donc, je ne dis pas que parce que c'est choisi par Nikon, c'est parfait. Mais quand vous fabriquez des instruments d'optique, de microscopie, de reproduction, et que vos concurrents, c'est Leica, Zeiss ou Olympus, vous faites pas petit bras pour le dos qui déroule le film, surtout quand vous savez fabriquer vous-même des appareils photo 24-36 et que vous avez tout le savoir-faire. Vous regardez, est-ce que vous pouvez faire mieux que ce qu'il y a que vous pouvez acheter, voilà. Voilà. Bon, donc, alors ce sont des dos assez intéressants parce que donc on a un levier d'armement et paradoxalement, là on met le film vierge et c'est là que la bobine réceptrice est de l'autre côté. Voilà, et de l'autre côté. Et vous voyez, là j'arme le truc et la bobine ne tourne pas. Alors que si je la mets de l'autre côté, hop, voilà, donc on tire l'axe. Excusez-moi, on tire l'axe et puis on peut le tourner de 90 degrés et il reste sorti. Il reste sorti. Voilà, et quand je vais le retourner, il va rentrer dedans. Et c'est pareil pour l'autre, voilà, tac. On tourne et on abaisse. Non, c'est pas ça. Voilà, et là, alors que ça prenne la lumière sans faire de reflet. Hop, hop, hop. On va y arriver. Voilà, là, la bobine tourne. Voilà. Donc, on aligne la flèche, on a un petit repère jaune là, on a un petit repère jaune qui se voit là au bout, en haut, en bas, on aligne la flèche là, on referme et on avance le film. Alors, particularité de ces dos, donc le dos est 120-220 et la modification va se faire par la position du dos presseur, voilà. Donc, donc il faut vérifier que votre dos a un dos presseur avant d'acheter, hein. Donc le dos presseur se démonte, hop, se démonte, et vous avez toutes les possibilités de le mettre pour faire apparaître le format de film que vous voulez. Parce qu'il y a quatre possibilités de le mettre, hein. Parce que, enfin, grosso modo, on peut le mettre, on peut le retourner comme ça. En fait, il faut le retourner comme ça, point barre, voilà. Et pour le passer en 120. Voilà. Mais vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça, ça ne change rien de le retourner, voilà. Et en fait, Dixit plein de monde, il vaut mieux le laisser en 220 tout le temps. Parce que ça favorise le pressage du film sur la fenêtre et le principe et donc du coup c'est mieux pour la planéité, ça fonctionne mieux. Le mettre en position 120 n'apporte pas plus de planéité quand vous mettez un film 120. Voilà.
Et après, donc, vous avez mis vos films, tac, 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 hop, vous fermez le bazar sans vous prendre les doigts, et vous rabaissez la quéquette qui va bien, et puis vous avancez votre film. Et vous avez un sélecteur 120-220. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, oui, on peut le tourner quand le dos est fermé. Voilà. Parce que souvent, il y a des boîtiers qui sont éventuellement biformat, 120-220, mais il faut choisir avant de fermer le dos, parce que ça verrouille pour éviter les mauvaises manipulations, je vais dire mauvaises actions, les mauvaises manipulations. Et là, par contre, là, si vous mettez un film 120, vous le mettez sur 120, parce que ça va jouer sur le compteur. Voilà. Ça va vous éviter de devoir bobiner ou de faire des photos sur la 9e vue qui n'a pas, puisqu'on fait 8 vues en 6.9. Donc, le Mamiya Press, Super 23, qui est celui-ci, utilise ces dos-là. Avec l'adaptateur correct, parce que le Mamiya Universal, lui, a toute cette partie-là arrière, toute cette partie arrière qui se dégronde sur le côté. Vous pouvez éventuellement utiliser aussi ces dos-là. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser les dos du RB, qui est en format Baby Graflock, et donc du coup aussi les dos de Graflex qui sont en format Baby Graflock. Voilà. On n'est pas obligé de rester dans la marque. Et on peut même mettre des châssis de plan film unitaire. Alors là, par contre, là c'est un vrai merdier, parce que on peut mettre des châssis Graflex, mais on peut mettre des châssis Mamiya. Voilà. Et Mamiya a fait, alors de mémoire, il doit y avoir 2 ou 4 modèles différents de châssis plan film pour cet appareil-là, et le RB. Parce que ça utilise le standard Baby Graflock. Alors ce sont de très beaux châssis, ils sont magnifiques, ils sont épais comme ça, il y a des systèmes à presseurs, ils sont métalliques, ils s'ouvrent, c'est la Rolls du châssis, mais il y en a qui sont faits pour le plan film au format français, au format européen, 6,5 par 9, et l'autre qui est fait pour le format américain, qui a un plan film un peu différent, avec des dimensions différentes, comme il y a une différence entre 9,12 et 4,5 pouces. Voilà. Donc les châssis, c'est assez difficile à acheter et à trouver, et déjà même dans la doc, c'est pas bien clair. Bon, comme d'habitude, il faut télécharger le mode d'emploi, les docs commerciales de l'époque, et lire, et comprendre, qu'est-ce qu'un châssis type A, type J, type... voilà. Bon, donc c'est un boîtier que j'ai beaucoup utilisé, mon premier noir, je l'ai beaucoup utilisé, bichromé, un peu moins, mais c'est sympa à utiliser. Bon, c'est très lourd, ça c'est très lourd, mais du moins avec les objectifs noirs, la qualité optique est au rendez-vous. Alors après, reste à savoir, est-ce que l'on cherche à faire des photos de très haute qualité? Il faut toujours se contextualiser. En 2019, est-ce qu'en 2019, la nouveauté, ça va être d'avoir un autre boîtier qui va vous sortir des photos de très bonne qualité, comme le fait votre D3500 qui fait déjà 24 millions de pixels. Parce que avec 24 millions de pixels, on a passé un gap. De ce que pouvaient fournir les meilleurs films 24-36. Donc maintenant, si on se met à l'argentique, c'est que l'on cherche autre chose. Et donc, là, je vais faire une conclusion un peu sur tout ce qui est Mamiya. Mamiya a été, pour le moyen format, a été une très bonne marque. Il y en a une autre qui est Pentax. Je ferai aussi une vidéo sur Pentax. Voilà. Mamiya a fourni beaucoup de modèles différents, a fait des boîtiers avec des objectifs donc, qui ont
qui se sont étalés suffisamment longtemps pour avoir des recalculs d'objectifs et des refontes complètes de gamme optique, que ce soit entre le premier 645, le premier C2, C3 et le premier RB, et puis les dernières versions. Il y a eu des refontes. Même le système presse a eu sa refonte dans les années 79-80. Alors c'est dommage parce qu'ils l'ont arrêté très peu de temps après. Hein, et, le Mamiya Press, ils l'ont arrêté dans les années 80, 84, 82, 84, ou choses comme ça. Et c'est dommage parce que c'est un très beau système. Il y a beaucoup d'aficionados. Je n'ai pas fait de recherche sur Flickr, mais à mon avis, il doit y avoir 3-4 groupes d'utilisateurs de Mamiya Press. Donc c'est très facile de voir des photos faites avec. Et voilà, donc au jour d'aujourd'hui, chercher de la nouveauté quand on a un appareil photo avec plus de 20 millions de pixels, c'est que forcément qu'on cherche autre chose que des images super nettes partout. Dans une évolution normale, on cherche à voir de plus en plus net, de plus en plus de meilleure qualité, et ainsi de suite. Et puis, on arrive à un moment donné où, oui, on a le net plus ultra de tout, de partout, mais les photos ne sont pas forcément plus intéressantes. Et si, au lieu d'avoir eu cette course aux pixels, cette course à la résolution, on s'était intéressé à regarder les photos, on serait aperçu que finalement ce ne sont pas les photos hyper nettes de partout qui sont forcément les plus belles et les plus jolies et les plus qui suscitent le plus d'émotions. Voilà. Donc on va conclure là-dessus. Enfin, si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, soit c'est parce que vous faites partie du Mon Fan Club, et je vous en remercie, soit vous êtes arrivé par le moteur de recherche et vous cherchez quelque chose. Vous cherchez quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez, et ainsi de suite. Ça, c'est vous qui savez. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces types de boîtiers, voilà. Et finalement, c'est pas forcément la haute résolution. Et c'est pour ça que ces boîtiers-là ont un intérêt, comme les Leica télémétriques, ou ainsi de suite, parce qu'ils donnent accès à des objectifs qui ont des millésimes, qui répondent à des demandes différentes, historiquement parlant, avec des calculs différents, avec des rendus différents, et ainsi de suite. Voilà. Si vous vous amusez à lire le Erwin Putt sur, qui est alors je ne l'ai pas là, mais qui est un livre qui est axé sur le Leica, et qui vous raconte l'histoire, et bon, il va vous expliquer que tel objectif a été recalculé dans les années 70 parce que le goût des photographes avait changé, qui voulaient plus de contraste, pas forcément de la résolution, ils voulaient plus de contraste, ils voulaient des couleurs qui pètent, et ainsi de suite. Si on s'intéresse à Leica, on va vous parler que ah oui, mais ton objectif il est fait en Allemagne, ou il est fait au Canada, parce qu'au Canada, eux, ils veulent des couleurs qui pètent et puis ils sont plus de contraste, alors qu'en Allemagne ils veulent des couleurs plus subtiles, et choses comme ça. Donc un même objectif qui était fabriqué en même temps à la fois en Allemagne et à la fois au Canada, il y a des gens qui vont vous expliquer que ah bah oui, il vaut mieux un Canadien parce que tu vas avoir des couleurs qui pètent et des résolutions qui bien. Et puis l'autre il dit non, Leica c'est allemand, subtil, micro-contraste, et ainsi de suite. Il en est un peu de même de chez Mamiya entre ces versions chromées et ces versions noires. Voilà. Comme d'habitude, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, essayer de voir des photos, essayer de rencontrer des gens qui ont ce type d'appareil, et voilà quoi. Et puis c'est pas très cher. Bon, comme tout ce qui est type d'appareil comme ça, c'est facile à acheter, c'est pas forcément facile à revendre. Donc intéressez-vous au prix des choses avant de les payer. Et à ma connaissance, nous avons toujours dans les Côtes d'Armor Focal 22 qui révise tout ça. Voilà, qui révise tout ça. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, aucune des vidéos n'est sponsorisée. Voilà, tout ce que je vous présente, c'est des matériels que j'ai à moi, parce que j'étais comme vous, je cherchais des informations, et puis les informations que j'avais via les forums me semblaient douteuses. Hein, parce que il y a les gens qui répondent dans les forums, il y a deux types de personnes. Il y a le mec qui dit mais t'as qu'à prendre ça, ça sera bon pour toi. Bon, d'accord, sur quel critère? Moi je te demande est-ce que c'est bon, tu dis non mais t'inquiète, c'est bon pour toi.
Ah oui, ça veut dire que moi, je mérite un objectif de merde et t'en as rien à foutre. Voilà. Et puis le mec, il dit, waouh, j'ai ça, c'est super, machin chose, mais il a que ça, voilà. Et alors c'est ça qui est marrant. Et puis quand on gratte, quand on fouille dans le forum, quand on va fouiller dans les petites annonces, on s'aperçoit que le truc, il disait, ah, c'est super, c'est génial, machin chose, achetez-en. Et en fait, il y en avait un en vente au même moment. Dans les occasions sous un autre pseudo et que c'est le même qui l'a acheté lui parce que c'est l'objectif, ça fait au moins 3 fois ou 4 fois qu'il passe sur le forum pour être vendu et tout comme ça. Donc c'est assez amusant, voilà. Mais bon, du temps qu'on se dise la nature humaine est comme ça, eh ben, il s'est passé quelques mois, il s'est passé quelques années et vous avez paumé du pognon et vous êtes fait troller et voilà. Bon, voilà. Donc du coup, moi, quand je vais essayer quelque chose, je l'achète et puis voilà, je me renseigne avant, du mieux que je peux, et pas forcément en faisant confiance aveuglément aux personnes qui me parlent, même s'ils ont des polos bleus. Hein. Voilà, voilà. Donc, essayez, comprendre, optimiser, et c'est vous qui voyez. Faites des images. Au revoir.